5 ans! Il y a 5 ans, une poignée d'entre vous seulement me voyaient démarrer ma chaîne à l'arrière d'une voiture. Je savais pas encore trop pourquoi, hein. Je savais pas du tout de quoi j'allais parler, mais je commençais à me chercher un petit peu. Bonnie n'était même pas encore là. À l'époque, il y avait un seul format. Non, en fait, il y avait même pas de format. J'avais prévu de faire des interviews, j'en ai jamais fait. J'avais pas du tout prévu de faire des podcasts, et là j'approche de la cinquantaine de podcasts. La cinquantaine de podcasts. Et en plus, figurez-vous qu'on fête également l'anniversaire de Bonnie aujourd'hui, qui a plein de nouvelles petites feuilles et je suis trop content. Et oui, lui et moi, ça fait 10 ans. Ouais. Alors c'est l'occasion idéale de sortir cette vidéo que je comptais faire depuis 4 ans. D'où viennent les anniversaires? Alors tu vois, les anniversaires naissent dans un champ de tournesol. Et si tu prêtes l'oreille, tu peux les entendre chanter. C'est magnifique, n'est-ce pas? What's up, bro? Le simple podcast du lundi. Pas toujours. Spécial 5 ans. Mais y a quoi qui a changé? Bah rien, pourquoi? Bon, anniversaire, on va le décortiquer déjà. Ça vient de Annus, oui alors je sais, ça commence bien, qui signifie année, et vertere, ou ertere, qui signifie revenir. Ça désigne donc un événement qui revient chaque année. Voilà, ça c'est plutôt clair. Mais ici, on va surtout parler d'anniversaire de naissance. Hein. Parce que oui, on se dit souvent, bah, l'anniversaire c'est l'anniversaire de naissance. Bah non, puisque ça désigne un truc qui est récurrent chaque année, ça peut désigner l'anniversaire de la mort d'une autrice, par exemple. Ou bien d'un engagement fait auprès de quelqu'un, ou bien les 5 ans d'un sandwich même, pourquoi pas. Mais bon, ici, pour la simplicité, pour les besoins de cette vidéo, on se concentre sur l'anniversaire de la naissance. Voilà. Et je me suis surtout fondé sur ce livre, L'invention de l'anniversaire, par Jean-Claude Schmitt. Et en fait, c'est une des rares études sur la question. Il y en a quasiment pas. La cérémonie des empereurs. Bon, dans l'Antiquité, l'anniversaire, c'est quand même une pratique isolée, on va dire. Enfin, non, pas exactement, puisqu'elle concerne particulièrement les plus puissants, mais disons que c'est une pratique rare, ça ne concerne pas tout le monde. Par exemple, les rois hellénistiques, les rois grecs, pour simplifier à outrance, mais surtout, on va en parler là, les empereurs romains. Dans tout l'Empire, ils étaient les seuls à avoir droit à leur anniversaire. Ben oui, ils étaient comme assimilés à des dieux, hein. On rappelle que les Romains étaient polythéistes. Et donc on célébrait chaque année le jour de leur naissance avec force rites religieux, privés et publics, avec repas, sacrifices et tutti quanti. D'ailleurs, certains des premiers martyrs chrétiens ont été exécutés parce qu'ils ont refusé de sacrifier en l'honneur de l'empereur à l'occasion de son anniversaire. Donc voilà, hein, si votre partenaire de vie vous fait la gueule parce que vous avez oublié de lui faire un cadeau, dites-vous que vous vous en sortez bien. Mais il n'y a pas que chez les Romains. Dans la Torah, il est fait mention d'un seul anniversaire, celui du pharaon d'Égypte. Et il y en a dans la Bible aussi, hein, avec l'anniversaire d'Hérode par exemple, dans le livre des Maccabées également. Après, sur chacune de ces périodes, on peut dégager des grandes lignes, mais ça ne veut pas dire que le monde entier a un comportement uniforme sur cette période. Par exemple, Hérodote, dès le 5e siècle AVJC, rapporte que chez les Perses, l'anniversaire est une des périodes, une des célébrations les plus importantes de l'année. Il faut manger avec un peu plus de faste ce jour-là, et ça concerne toutes les catégories sociales. L'arrivée du christianisme et les pères de l'Église. Bon, après Jésus, curieusement, le christianisme y commence à s'étendre un petit peu partout, alors que jusque-là, il se faisait plutôt discret. Allez savoir pourquoi. Or, les chrétiens, par définition, le polythéisme, c'est pas trop leur truc. Alors, prier un empereur qui se fait passer pour un dieu, c'est pas trop leur kiff. Et notamment, il y a des gens qui sont les premiers théologiens / théoriciens du christianisme, que l'on appelle donc les pères de l'Église. C'est tout un programme, mais c'est pas moi qui ai choisi le nom. Et ces pères de l'Église, ils vont condamner un certain nombre des pratiques des Romains, sous prétexte que tout ça, c'est très païen. Avec, par exemple, Tertullien, qui dit que il faut interdire tous les spectacles, parce que les spectacles, c'est pas bien, c'est païen, c'est le mal, tout ça. Ah oui. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Et parmi ces pratiques, vous l'aurez deviné, les pères de l'Église condamnent l'anniversaire de la naissance. Ben oui, disent-ils, quand on naît, on devient corps, on prend forme dans un corps. Et le corps, c'est vilain, c'est le signe du péché originel. Ils se disent, ah bah non, on va quand même pas célébrer le souvenir de crac crac boum boum dégueu dégueu. Dégueu dégueu. Ah oui, ils parlent comme ça, les pères de l'Église. Ah bah on dirait pas, hein, je sais. Bon, en vrai, Saint Augustin, qui en fait partie, vous l'aurez deviné, parle de l'anniversaire comme d'une
perpétuation du péché originel par la naissance. Évidemment, le rapport aux femmes, tout ça, voilà, voilà. Et puis les pères de l'Église donc prennent des passages de la Bible avec Job qui dit « Que périsse le jour qui me vit naître » ou bien encore Jérémie « Que maudit soit le jour où je suis né » Ah oui, je sais, tout ça c'est super joyeux, mais vous allez voir, c'est pas fini. Donc bref, la naissance, pour les premiers chrétiens, c'est pas trop un truc qu'ils avaient envie de fêter. L'anniversaire de la mort. Alors chez les premiers chrétiens, on ne fêtait pas l'anniversaire de la naissance, mais bien celui de la mort. Du coup, tu pouvais jamais souffler sur tes bougies, et ça c'est triste. Ben alors, personne me fête mon anniversaire? Ben non, t'es pas encore mort, alors du coup, tu comprends. Ah mais oui, c'est vrai. J'oublie toujours. D'ailleurs, le mot anniversarium, à ce moment-là, ne désigne pas l'anniversaire de la naissance. Non, non, il désigne bien l'anniversaire de la mort. Ben oui, pour les chrétiens, la mort, c'est l'entrée dans la vraie vie. Alors tout ça, ça donne une pratique de commémoration du nom de Memoria qui est assez intéressante. On inscrit le nom de la personne décédée à la date exacte dans un livre qui s'appelle un nécrologue ou un obituaire, et l'idée c'est que tous les ans, à la même date, les moines ou autres clercs pourront prier pour le défunt à date anniversaire, donc tous les ans, voire faire une messe spéciale en son honneur, tout dépend de combien de sous-sous ont été investis. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne par soustraction. Tous les ans, on puise dans le capital qui a été laissé pour s'occuper de l'âme du défunt ou de la défunte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous-sous, et à ce moment-là, on fait « oui, non, c'est bon, la mémoire de la défunte, elle est bien respectée, tout va bien ». Alors que l'anniversaire, dans sa formule moderne, on est plutôt dans la logique de l'addition. On accumule les années. Mais bon, revenons à cette idée d'anniversaire de la mort. Regardez, les chrétiens ne fêtent pas l'anniversaire de la naissance des martyrs, mais bien l'anniversaire de leur mort, donc de leur exécution, hein, techniquement. Bah, et Noël alors? Ah oui, merci Bonnie. C'est vrai que les chrétiens du Moyen-Âge fêtent 3 naissances. Celle de Jésus, celle de Marie et... Joseph? Non, Jean-Baptiste, mais c'était bien essayé. Alors vous avez quand même des pères de l'église qui refusent carrément de fêter Noël, parce que célébrer une naissance, ça fait trop païen. Mais attention, ils précisent quand même que c'est pas un anniversaire tel qu'on l'entend aujourd'hui. Je cite, « Le Christ ne vieillit pas d'1 an à chaque Noël ». Ouais, ça fait beaucoup trop de bougies. Alors, à noter qu'il y a quand même un petit sursaut, un éphémère renouveau carolingien, n'est-ce pas? À la fin du 8e siècle, avec l'établissement de la dynastie carolingienne, on assiste au retour de l'anniversaire de la naissance du roi, avec un banquet festif que l'on appelle refectio, et il y a aussi un équivalent dans la tradition germanique. Mais tout ça, ça dure pas très longtemps, hein. Après le 10e siècle, c'est l'anniversaire de la mort qui va reprendre le dessus. Voilà, il y a eu un petit sursaut, un petit hoquet. Le meilleur exemple, c'est Charles le Chauve, qui va mettre un point final temporaire à tout ça, en demandant à ce qu'on arrête de lui célébrer son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, et qu'on se prépare plutôt à célébrer l'anniversaire de sa mort. Je cite le bouquin, « Il ne fait pas de doute que la diffusion de l'astrologie à la fin du Moyen-Âge a dû jouer un rôle dans l'intérêt croissant pour le jour anniversaire de la naissance. » Ah oui, hein, à ce moment-là, on se renseigne sur quel était l'alignement des planètes le jour de ma naissance, tout ça, tout ça. Ben oui, je cite encore, « Pour interpréter un événement et surtout le prévoir, il est nécessaire d'établir l'horoscope de la naissance des individus concernés, c'est-à-dire la liste sous forme d'une carte céleste normalisée des positions des planètes au moment de la naissance. » Et oui, avant de demander tout et n'importe quoi à ChatGPT, c'est aux planètes qu'on demandait de décrypter le monde. Astro, c'est-à-dire les astres, les étoiles, logos, la parole, c'est-à-dire qu'on fait parler les étoiles. On essaye de trouver dans leur mouvement un discours défini, une lecture du monde. Et cette mode, elle est surtout véhiculée par les cours royales et les aristocrates. On a Charles IV de Bohême, par exemple, qui tient un journal où il accorde une grande importance aux astres de sa naissance. Et il inscrit même la date laïcisée, ce qui est important. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de sainte Gudule ou sainte Prothèse, non, c'est juste le chiffre, le jour de la date. Je sais pas, par exemple, ça va pas être la Saint-Frédéric, ça va être le 18 juillet. On retrouve cette idée que ce sont des gens importants, et donc que la date de leur naissance est à prendre en considération, qu'elle a peut-être une conséquence sur le reste du monde, ou du moins sur leur propre vie. Bon, parfois ça frise un petit peu la dévotion façon empereur romain quand même, avec Rodolphe IV de Habsbourg par exemple, qui a fait transformer la chambre où il est né en chapelle.
pourquoi pas. Alors que jusqu'ici, l'âge, c'était pas trop un souci, à part pour des questions juridiques, progressivement, il devient très important de connaître exactement le jour de sa naissance. Et vous avez comme ça 3 savants qui vont utiliser l'astrologie jusqu'à même donner tort à la date de naissance fournie par leurs parents. Mes relevés peuvent me prouver 2 choses. Soit que l'astrologie n'a absolument aucun sens, soit qu'on a comploté pour me faire naître un jour où je ne suis pas né. Un tout petit biais de confirmation si vous voulez mon avis. On le veut pas. Oui, je m'en doutais. On a déjà parlé des biais de confirmation dans la vidéo sur les Féotornes, tout ça. Vous avez aussi un Florentin qui fait son propre rappel Facebook à lui, en indiquant sur son calendrier un peu spécial, le Calendarium Astronomicum, 538 dates de naissance avec l'année, le jour et l'heure. Et comme ça, avec la date de naissance, il peut savoir aussi à qui il peut faire confiance. Et apparemment, d'après Emmanuel Poul, dans Depuis quand connaît-on les dates de naissance, c'est au XIVe siècle qu'on a commencé à se dire « Tiens, connaître ma date exacte de naissance, c'est une préoccupation essentielle. Savoir quel jour on est né. » Et oui, ça peut paraître bête, mais pour pouvoir fêter son anniversaire, il y a quand même plusieurs conditions à remplir. Première condition, il faut quand même savoir quand on est né. Deuxièmement, il faut se mettre d'accord sur une mesure du temps. Et troisièmement, il faut avoir les outils et des traces sûres également, afin de pouvoir se repérer et mesurer exactement. Et ces 3 points, au Moyen-Âge, c'est loin d'être gagné, même pour les plus lettrés et les plus puissants. Et en fait, sans ces 3 conditions, posez-vous la question, comment est-ce qu'on pourrait même avoir l'idée de rythmer sa vie au fil des anniversaires ? Ça paraît pas possible. Si l'anniversaire en lui-même, c'est une notion qui n'a pas de sens. Comme, a priori, vous et moi, on n'a pas une mémoire directe du jour où on est né, ça implique que cette connaissance du jour où on est né, elles viennent de quelque part. Voilà. Je sais pas, Bonnie ne sait pas quand il est né, et ben maintenant, grâce à moi, il sait qu'il est né le 1er septembre. Mais tout ça, ça implique que le jour de la naissance soit enregistré quelque part. En France, c'est possible depuis la Révolution, grâce à l'état civil. Mais au Moyen-Âge, l'état civil, ça n'existe pas. Au mieux, on avait des registres paroissiaux qui tenaient la date du baptême, du mariage et de la mort. Et les plus vieux documents de la sorte dont on dispose datent du XIVe siècle. Donc déjà, premier problème, on n'a pas de traces fiables à cette époque. Deuxième petit problème, ensuite, il faut un calendrier fiable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus sur le nombre de jours dans un mois, par exemple. Quelle est la durée d'un mois, d'un an? À quel moment est-ce qu'on passe d'un millésime à l'autre? Et oui, au Moyen-Âge, le calendrier universel, ça n'existait pas encore. Aujourd'hui non plus, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et retrouver le jour de sa naissance, c'était quasiment impossible. Surtout quand on n'était pas lettré. Et puis même encore, il fallait que ça te traverse l'esprit, parce que c'était globalement pas trop une problématique du paysan de l'époque, on va dire. Pas que des paysans, mais vous avez compris. Au Moyen-Âge, longtemps, et même dans les hautes sphères, on ne savait même pas toujours quelle était exactement son année de naissance. On se préoccupait à la rigueur du jour, mais pas de la date. Mais vous allez me dire, c'est la même chose. Non, 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 non. On se foutait de savoir quel chiffre c'était. À la rigueur, on s'intéressait au saint qui était fêté ce jour-là. Pour retenir l'année, au Moyen-Âge, il faut quand même des circonstances exceptionnelles. Prenons par exemple la naissance de Philippe Auguste. Bah oui, là, la date, on la connaît, la date de sa naissance. Pourquoi? Parce que ça faisait presque 30 ans que son père désespérait d'avoir un enfant. Et donc, c'était l'enfant du miracle. Et donc oui, là, on a retenu l'année. Bon, alors quand on se posait la question, mais quand est-ce que je suis né? On pouvait faire appel à la mémoire de la famille, ou bien des religieux, pourquoi pas. Mais si vous-même, vous n'avez jamais eu de débat chronologique du genre « Mais toi, t'étais pas né quand ça s'est arrivé ?» Bah si, puisque j'étais là et que je m'en souviens, voilà, si ça n'est jamais arrivé, vous m'appelez. Non, ne m'appelez pas, mais vous avez compris. Donc, si la mémoire des proches, ça marchait pas trop, on pouvait aussi raisonner comme ça. Je sais que c'était l'année de la canonisation de Saint-Dominique et que c'était le jour de la Saint-Donino. Mais oui, il existe, je vous assure. Cet individu est par conséquent né le 9 octobre 1234. Enfin, pour faire simple, les mesures du temps au Moyen-Âge, c'était loin d'être simple et universel. Donc on résume, il faut un relevé fiable, un calendrier fiable, et puis il faut également avoir les capacités intellectuelles et matérielles de compter les années écoulées et de les additionner.
Et ça, à part les lettrés... Alors vous me direz, mais les chrétiens fêtaient peut-être l'anniversaire du baptême. Oui, pourquoi pas, après tout. Pour les chrétiens de l'époque, surtout, le baptême, c'est la vraie naissance, puisque c'est une renaissance. Le baptisé est renatus, il est rené. Et c'est de là que vient le prénom René. Non, on dirait une blague, hein, mais c'est vrai, ça vient de là. Voilà, c'est cadeau. Mais cette théorie de l'anniversaire du baptême, il n'y a qu'un problème, c'est qu'il n'y a aucun document qui en porte la trace. Donc voilà. Alors vous me direz, mais peut-être qu'on fêtait chaque année le jour du saint ou de la sainte dont on portait le nom. Là encore, pourquoi pas? Sauf que non, hein. On n'a là encore aucun document attestant d'une célébration régulière. Encore moins annuel. Je cite, « À la fin du Moyen-Âge encore, et même au sommet de la hiérarchie sociale, la célébration de l'anniversaire de la naissance peinait à devenir une coutume régulièrement observée. » Les raisons du retour à l'anniversaire. Alors encore une fois, tout ça c'est poreux, hein. C'est pas à partir de cette date, tout le monde fait pareil. Non. Il y a d'abord la question de l'individualisation progressive. Et oui, plusieurs recherches tentent qu'à dire qu'au Moyen-Âge, l'existence individuelle n'a pas de valeur autonome. Pour le moine Guibert de Nogent, au début du XIIe siècle par exemple, notre existence n'a de raison d'être que sous le regard et la domination de Dieu. Bon, alors ce côté l'existence individuelle n'a pas de valeur autonome au Moyen-Âge, je trouve ça un petit peu rapide à la lecture, mais bon, pourquoi pas. C'est pas le sujet. Dans cette veine, Albertino Mussato écrivait un poème intitulé « De savoir s'il faut ou non célébrer l'anniversaire de sa naissance ». Je trouve ça génial. Pour lui, l'anniversaire, c'est un moyen d'insérer sa propre vie dans le cours de l'histoire générale. Ensuite, il y a la question de la mondialisation. On voyage de plus en plus loin, on n'a pas encore détecté qu'il existait deux continents qu'on appellera plus tard l'Amérique, mais par contre, Marco Polo s'est bien rendu en Chine. Il écrit en 1298 le Devisement du monde, où il rapporte les cérémonies d'anniversaire données en l'honneur de l'empereur Kubilai Khan, et qui avaient la même importance que les célébrations du Nouvel An. Marco Polo, dans son ouvrage, précise que les Tartares, les sujets donc de l'empereur, offraient des présents à l'empereur, puis qu'en échange, il leur rendait une sorte de cadeau ou prestation en fonction de ce qu'il estimait que ces sujets avaient mérité individuellement. Par ailleurs, les sujets sont invités à prier pour sa longue vie et joie et santé. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a dit avec l'Empire romain. Donc la mondialisation, ensuite le rapport au temps. On passe d'un temps circulaire à un temps plus linéaire. Je cite, « L'anniversaire moderne n'est apparu que dans la mesure où il s'est affranchi de la tradition chrétienne. On est passé d'un temps circulaire, le temps de l'année liturgique, qui se reproduit chaque année à l'identique, à un temps linéaire qui capitalise les années plus qu'il ne les reproduit. Et enfin, avec l'humanisme, on assiste à la résurgence de certaines pratiques de l'Antiquité. Et donc, l'anniversaire est dans le lot. Je cite, « L'époque moderne a réintroduit l'anniversaire, mais pas sa dimension religieuse. Elle en a fait au mieux l'occasion d'une célébration profane, le plus souvent circonscrite au cercle familial, ou même limitée à une observation individuelle. » Et on commence à trouver des traces d'anniversaire dans la littérature, comme dans les contes de Canterbury. On a également des traces de gens comme ça, isolés, qui prennent l'anniversaire comme repère, comme dans cet ouvrage de Matthäus Schwartz qui sert de formidable document sur l'histoire du costume, et dont je vais vous mettre le nom là parce que je l'ai évidemment pas noté. Et puis, cinquième point, il y a aussi l'influence du protestantisme. Le protestantisme qui remet en cause le culte des saints. Et oui, du côté protestant, et encore, c'est pas dans toutes les branches, hein, la date vaut pour elle seule. On ne la rattache plus à un saint du calendrier, ou à une sainte. Et donc on passe d'un calendrier associé à des saints à des jours laïcisés, comme on l'a dit plus tôt. Mais tous ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas. Et certes, on voit une progression indéniable de l'anniversaire à partir du XVIe siècle, et cette progression, elle est irrégulière et difficile à traquer. De la cour au peuple. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'anniversaire est une pratique attestée surtout chez les rois. Et encore, pas tous, et uniquement dans leur jeune âge, hein, et à la rigueur, allez, les nobles. Par exemple, Louis XIII insistait pour entendre le Te Deum le jour de son anniversaire. Ah oui, les pratiques ont changé. Hein. Mais c'est pas tout, hein. Par exemple, ce jour-là, il refusait de faire ses devoirs.
Voilà, donc la prochaine fois que vous faites ça, dites que vous faites pareil que Louis XIII. Ça passera, je suis sûr. Il voulait aussi rester debout jusqu'à l'heure de sa naissance. Mais arrivé à l'adolescence, toute trace d'anniversaire de Louis XIII disparaît. Alors on a dit que c'était surtout les rois, mais fin 18e, ça se répand de plus en plus chez les nobles. Saint-Simon appelle ça le jour de naissance. À la fin du 18e siècle, l'anniversaire s'est ritualisé, mais encore une fois, ça ne concerne toujours que les enfants nobles. Mais par contre, voilà, il y a tout un rituel, on chante pour eux, on va appeler la sous-gouvernante qui les couvre de fleurs et de baisers, ça devient le héros du jour. Et alors, je me permets de relever quand même un petit truc qui me paraît un petit peu important et que le bouquin ne semble jamais noter, c'est que depuis le tout début, il n'y a pas une seule trace d'anniversaire concernant une femme. Voilà. Tous ces exemples ne concernent que des hommes. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi? Voilà, je trouvais que ça méritait d'être abordé, mais hélas, faute de documentation, je peux pas vous en parler davantage. Donc, comme on arrive fin 18e, on peut se demander, la Révolution française a-t-elle démocratisé l'anniversaire comme elle le fit de la cuisine? Le romantisme a-t-il exalté les émotions entourant la petite fête familiale et les compliments adressés à l'enfant héros du jour? Je continue donc le livre. Méfions-nous des continuités factices, des progrès postulés a posteriori, suivant une conception téléologique de l'histoire. Une conception téléologique de l'histoire, c'est en gros, tu racontes l'histoire en connaissant la fin. Alors j'aimerais bien rajouter, après la Révolution, après le romantisme, le capitalisme, la société de consommation, les réseaux sociaux aussi, parce que tout ça aussi a eu une influence sur la manière de faire anniversaire, mais également la course aux fêtes, les réseaux sociaux. Mais ne grillons pas les étapes, et encore une fois, faute de documentation. N'empêche que bon, avec le temps, l'anniversaire s'est donc glissé dans les catégories sociales. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Goethe. Vous savez, Goethe, le poète, mais pas que, allemand, Faust, tout ça, non? Bon. Apparemment, Goethe, c'est un cas isolé, mais est-ce que c'est pas un cas qui va faire école? Vous allez voir pourquoi. D'abord, il y a un petit groupe qui fête son anniversaire, voilà, comme ça. Puis, on va lui souhaiter carrément dans un anniversaire groupé à la cour de Saxe-Weimar. Entre 1780 et 1790, on note l'apparition du gâteau d'anniversaire. On avait des traces éparses de gâteaux par-ci par-là de temps en temps, mais en fait, c'était plus une coïncidence de le roi veut un gâteau, et c'était pas forcément l'anniversaire, n'est-ce pas? Retour à Goethe, en 1784, on lui offre des illuminations et un feu d'artifice. En 1802, on lui offre un gâteau avec 53 bougies, ça y est, nous avons les bougies d'anniversaire. En 1819, toute l'Allemagne fête son anniversaire, ou l'équivalent de l'Allemagne, parce que ça n'existe pas encore. En 1826, le roi de Prusse est même obligé d'interdire que l'anniversaire de Goethe soit fêté avec plus de faste que celui des membres de la cour royale. Vous imaginez? Et en 1829, son anniversaire est carrément fêté au-delà des frontières. Donc ça y est, là, on peut quand même dire qu'a priori, ça s'est pas mal répandu, la pratique de l'anniversaire. Je veux dire, si c'est un cas isolé qui est fêté par un pays tout entier, et même au-delà, c'est plus tellement un cas isolé. C'est comme le Covid. Non? Trop tôt? Donc voilà, on est au début du 19e siècle, et l'étude s'arrête là. Vraiment, quel dommage, quoi. Et en même temps, on a déjà tout. On a la date, la célébration, le gâteau, les bougies, la correspondance d'anniversaire. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais en gros, à l'époque de Goethe, on commence à profiter de l'anniversaire pour écrire aux gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Quant à la chanson Joyeux anniversaire, j'en parlerai dans un simple podcast qui sera beaucoup plus court, mais qui fera partie de mon cycle sur l'origine des chansons connues. Conclusion. L'anniversaire est donc passé d'une pratique politique et religieuse, où l'on célébrait davantage la fonction de l'empereur que sa personne, ça se discute, à un rituel profane qui s'est élargi à toutes les classes sociales pour célébrer un individu. Il n'est donc pas surprenant que les souverains actuels aient deux anniversaires, comme nous l'a appris l'ours Paddington. Un anniversaire qui désigne le véritable jour de leur naissance, et l'autre fêté par le peuple tout entier et qui est parfois le jour de la fête nationale, comme aux Pays-Bas, qui est somme toute un anniversaire officiel, totalement indépendant. J'en parlais dans ma vidéo sur la reine d'Angleterre, mais bon, depuis, il s'est passé un ou deux trucs. Il y a peut-être une petite mise à jour à faire. Mais c'est pareil, hein, l'anniversaire du roi actuel n'a toujours pas lieu le jour de sa naissance. Et pour toi, Bonnie, c'est un peu pareil.
Ah bon? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire public, comme on l'a décidé il y a 4 ans. Mais c'est quand la vraie date alors? Ah, aucune idée, hein. Moi, tu sais, je t'ai trouvé dans un pot. Et moi? J'ai pas d'anniversaire, moi? On en reparlera une prochaine fois, peut-être pour les 10 ans.